Annapolis, Maryland. Mai 1945. Le docteur Robert Goddard se tenait immobile dans l'entrepôt du laboratoire naval, fixant l'objet devant lui. Le physicien malade, sa voix déjà réduite à un murmure rauque par le cancer de la gorge qui allait l'emporter dans quelques mois, passa ses doigts le long de la peau d'aluminium froide de la fusée allemande V2. Pendant 20 ans, il avait été la voix solitaire de l'Amérique dans le désert de la fusée, construisant des fusées à combustible liquide avec des budgets minimes, tandis que le gouvernement ignorait ses appels au soutien. Maintenant, dans cet entrepôt faiblement éclairé, entouré d'officiers de l'artillerie de l'armée et d'ingénieurs de la marine, Goddard se confrontait à une vérité qui allait hanter la science des fusées américaines pendant la décennie suivante. Les Allemands n'avaient pas seulement construit une fusée, ils avaient construit une révolution industrielle entière dans la fusée et l'Amérique avait dormi sur la rampe de lancement. Ce que Goddard ne savait pas, alors qu'il tournait autour de ce missile de 46 pieds, était que cet examen allait révéler un gouffre technologique si vaste que les scientifiques américains passeraient les 15 années suivantes à essayer désespérément de le combler. La V2 n'était pas seulement en avance sur les capacités américaines. Elle représentait des technologies qui n'existaient pas aux États-Unis, des solutions d'ingénierie à des problèmes que les scientifiques américains n'avaient même pas identifiés, et une précision de fabrication que les usines américaines ne pouvaient pas reproduire. La fusée assise dans cet entrepôt était la preuve que pendant que l'Amérique avait Robert Goddard, l'Allemagne avait Peenemünde 2, un vaste complexe de recherche avec des milliers de scientifiques, un financement illimité et une avance de 7 ans sur la technologie des fusées armées qui allait l'avenir de la guerre et de l'exploration spatiale. L'histoire de comment l'Amérique a découvert qu'elle était des années en retard en la technologie des fusées ne commence pas en 1945, mais en avril, quand les forces américaines traversant l'Allemagne sont tombées sur quelque chose qui allait changer la trajectoire de l'histoire humaine. Le 11 avril 1945. Les montagnes du Harz, Allemagne. Les soldats de la 3e division blindée des États-Unis descendirent dans le complexe d'usines souterraines de Mittelwerk près de Nordhausen, s'attendant à trouver une autre installation d'armes allemandes. Ce qu'ils trouvèrent à la place était une opération industrielle d'une échelle qui défiait la compréhension. Des tunnels creusés profondément dans les montagnes s'étendaient sur des miles. Les lignes de production contenaient des fusées V2 partiellement assemblées à divers stades d'achèvement. Les composants remplissaient les entrepôts, les documents techniques empilés dans les pièces, et partout des preuves de travail forcé, des prisonniers émaciés du camp de concentration de Mittelbau-Dora, certains à peine vivants, qui avaient été réduits en esclavage pour construire les armes de vengeance d'Hitler. Le major James Hamill de l'artillerie de l'armée parcourut ces tunnels avec une incrédulité croissante. Les Allemands avaient produit des missiles V2 au rythme de 600 par mois. Chaque fusée nécessitait 50 000 pièces individuelles. L'usinage de précision, le contrôle de qualité, la logistique du déplacement des composants à travers ces lignes de production souterraines. Cela représentait une réalisation industrielle qui semblait impossible pour une nation supposément au bord de la défaite. Mais Hamill comprenait quelque chose que les soldats d'infanterie ne comprenaient pas. Ce n'était pas seulement des armes, c'était la clé de l'avenir. La zone d'occupation de l'Union soviétique devait commencer dans quelques semaines. Tout dans cette installation, chaque document, chaque composant, chaque fusée tomberait dans les mains de Staline à moins que les Américains n'agissent rapidement. En quelques heures, le colonel Holger Toftoy reçut des ordres urgents de Washington. Obtenez les fusées, obtenez les documents, sortez-les avant l'arrivée des Soviétiques. Ce qui suivit fut la mission spéciale V2, l'une des opérations de renseignement les plus critiques des derniers jours de la guerre. Les troupes américaines travaillèrent jour et nuit chargeant des wagons de chemin de fer. 341 wagons de chemin de fer, remplis de composants V2. Assez de matériel pour construire environ 100 fusées complètes. Des documents techniques pesant des tonnes, tout cela courant contre le temps vers le port d'Anvers, où des navires Liberty attendaient pour transporter le prix capturé de l'Amérique à travers l'Atlantique. Fin mai, les premiers composants arrivèrent au terrain d'essai de White Sands dans le bassin de Tularosa au Nouveau-Mexique. Les ingénieurs de l'armée commencèrent à cataloguer ce qu'ils avaient capturé, et avec chaque caisse qu'ils ouvraient, avec chaque dessin technique qu'ils examinaient, l'ampleur de la réalisation allemande devenait plus claire et plus troublante. La fusée V2, désignée Aggregate 4 par ses créateurs, mesurait 46 pieds de haut et pesait près de 28 000 livres au lancement. Elle pouvait transporter une ogive d'1 tonne sur 200 miles avec une précision raisonnable. Mais ces spécifications de base, aussi impressionnantes qu'elles fussent, ne racontaient qu'une partie de l'histoire. La véritable révélation vint quand les ingénieurs américains commencèrent à démonter la fusée pour comprendre comment elle fonctionnait. Le moteur était assis à la base, une chambre de combustion massive capable de produire 60 000 livres de poussée. Pour les ingénieurs américains familiers avec le travail de Goddard, ce nombre était stupéfiant. Le plus grand moteur de fusée de Goddard avait atteint 985 livres de poussée après des années d'expérimentation. Les Allemands avaient créé un moteur 60 fois plus puissant et ils le produisaient en masse. Le docteur Theodor von Karman, directeur du laboratoire de propulsion par réaction au Caltech, fut parmi les premiers scientifiques américains à examiner la V2 en détail. Son équipe avait développé la technologie des fusées pour l'armée depuis 1942,
travaillant sur ce qui allait devenir le missile corporal. Quand von Karman vit le système de propulsion de la V2, sa réaction fut franche. Nous avons au moins 7 ans de retard. Le système de propulsion seul représentait de multiples percées technologiques. La chambre de combustion utilisait une conception à double paroi. Le carburant alcool coulait à travers l'enveloppe extérieure avant d'entrer dans la chambre, refroidissant simultanément les parois de la chambre et préchauffant le carburant. Ce refroidissement régénératif résolvait l'un des problèmes fondamentaux de la fusée, empêchant la chambre de fondre sous les températures extrêmes de combustion qui atteignaient 5100 degrés Fahrenheit. Mais c'était la turbopompe qui choqua vraiment les ingénieurs américains. Au cœur de chaque V2 se trouvait une turbine à vapeur qui tournait à 4000 tours par minute, alimentant des pompes centrifuges qui forçaient le carburant et l'oxygène liquide dans la chambre de combustion à 125 litres par seconde. La turbine elle-même produisait 600 chevaux vapeur, entraînant des pompes qui devaient gérer l'oxygène liquide cryogénique à moins 297 degrés Fahrenheit, tout en fonctionnant à des pressions qui détruiraient les pompes conventionnelles. Les ingénieurs américains fixèrent cet appareil avec un mélange d'admiration et de désespoir. La turbopompe représentait 7 ans de développement allemand incorporant la métallurgie, l'usinage de précision et des solutions d'ingénierie qui n'existaient pas dans l'industrie américaine. Les pales de turbine étaient forgées à partir d'alliages de nickel-chrome qui pouvaient résister à la fois aux températures extrêmes et aux forces rotationnelles qui déchireraient des matériaux moins résistants. Les pompes comportaient des joints qui empêchaient l'oxygène liquide cryogénique de fuir tout en tournant à des vitesses où tout déséquilibre causerait une défaillance catastrophique. Le capitaine de corvette Robert Truax, un ingénieur de la marine qui examina le système de propulsion de la V2, écrivit dans son rapport: la turbopompe allemande n'est pas simplement en avance sur la technologie américaine, c'est une technologie que nous ne possédons pas. Construire un duplicata nécessiterait de développer de nouveaux alliages, de nouvelles techniques de coulée, de nouveaux processus de fabrication. Nous estimons 18 mois minimum pour créer un seul prototype fonctionnel, en supposant un financement illimité et un accès à des matériaux actuellement indisponibles en raison de pénuries d'après-guerre. Puis vint le système de guidage, et avec lui une autre révélation de jusqu'où l'Amérique était tombée en retard. La V2 utilisait un ordinateur analogique appelé le Misch-Gerät, développé par Helmut Hölzer, qui intégrait les entrées des gyroscopes et des accéléromètres pour contrôler le vol de la fusée. 2 gyroscopes libres, un pour le tangage et un pour le lacet et le roulis, mesuraient constamment l'orientation de la fusée. Un accéléromètre gyroscopique intégrateur à pendule, le premier de son genre, mesurait l'accélération et l'intégrait dans le temps pour calculer la vélocité. Quand la fusée atteignait sa vélocité programmée, typiquement autour de 3500 miles par heure, le système de guidage coupait le moteur. La sophistication de ce système stupéfia les ingénieurs américains. Les gyroscopes étaient fabriqués par Kreisel-Geräte avec une précision que les entreprises américaines ne pouvaient égaler. L'ordinateur analogique traitait plusieurs entrées en temps réel, envoyant des signaux à 8 surfaces de contrôle, 4 gouvernails externes sur les ailerons de queue et 4 palettes de graphite dans le flux d'échappement de la fusée. Ces palettes, positionnées directement dans le jet de la fusée à des températures dépassant 5000 degrés, étaient faites de graphite qui pouvait résister à la chaleur tout en fournissant un contrôle de direction pendant les 60 premières secondes critiques du vol. Le docteur Charles Stark Draper du MIT, l'expert principal de l'Amérique en système de guidage, examina les contrôles de la V2 avec un respect professionnel. Draper avait passé des années à développer des instruments gyroscopiques pour les avions et les sous-marins. Quand il vit le système allemand, il reconnut immédiatement des innovations que son laboratoire n'avait pas conçues. Ils ont résolu le problème d'intégration, nota Draper dans son évaluation technique. Ils ont créé un accéléromètre qui ne mesure pas seulement la force, mais calcule la vélocité en intégrant l'accélération dans le temps. C'est le premier système de contrôle actif entièrement électronique jamais déployé sur un véhicule. C'est essentiellement un système de commande de vol électrique des décennies en avance sur tout ce qui existe dans l'aviation. Mais peut-être rien ne révéla le fossé technologique plus clairement que la qualité de fabrication. Les ingénieurs américains examinant les composants V2 trouvèrent un usinage de précision qui dépassait les normes commerciales en temps de paix. Les soudures étaient parfaites. Les tolérances étaient mesurées en millièmes de pouce partout. Les composants qui subissaient un stress élevé étaient surconçus avec des marges de sécurité que les concepteurs américains, contraints par les pénuries de matériaux, ne spécifieraient jamais. Un officier de l'artillerie de l'armée examinant l'assemblage de la turbopompe nota: chaque composant semble conçu pour survivre aux scénarios les plus défavorables. Les Allemands ont construit pour la fiabilité dans des conditions de combat. Les conduites de carburant incluent une redondance que nous considérerions comme du gaspillage. Le système électrique a plus de disjoncteurs que nécessaire. La structure est plus lourde que ne l'exigeraient les calculs de poids optimaux. C'est de l'ingénierie d'une nation avec des ressources pour bien construire les choses, pas de l'ingénierie d'une nation se démenant pour construire des choses bon marché. Le système électrique seul représentait une sophistication au-delà de la pratique américaine. La V2 utilisait une architecture de 24 volts avec des générateurs entraînés à la fois par la turbopompe principale et une turbine auxiliaire séparée.
Les fusées américaines, quand elles utilisaient des systèmes électriques, employaient des conceptions de 12 volts avec des générateurs uniques. Le harnais électrique de la V2 contenait 8 mills de câblage, tout soigneusement acheminé, regroupé et protégé. Le système incluait des vannes à moteur, l'alimentation des gyroscopes, des systèmes d'allumage et un équipement de télémétrie qui pouvait transmettre des données de vol en temps réel. Quand Robert Goddard examina la V2 cet après-midi de mai à Annapolis, il vit immédiatement que de nombreuses caractéristiques parallèles à son propre travail. L'oxygène liquide et l'alcool comme propulseurs, des pompes centrifuges entraînées par turbine, une stabilisation gyroscopique, des palettes de jet pour la direction. Dans une lettre à son mécène, Harry Guggenheim, Goddard écrivit avec une amertume à peine dissimulée. Les Allemands ont utilisé mes brevets. Ils ont pris des concepts que j'ai développés et les ont construits à une échelle que je n'aurais jamais pu atteindre. La V2 est ce que mes fusées auraient pu devenir si quelqu'un en Amérique avait écouté. Mais Goddard, malgré toute sa brillance, manqua la distinction cruciale que d'autres ingénieurs américains saisirent immédiatement. Les Allemands n'avaient pas volé la technologie américaine. Ils avaient développé un programme de fusée entièrement indépendant qui, en 1945, dépassait les capacités américaines de près d'une décennie. Le travail théorique d'Hermann Oberth en Allemagne était parallèle à celui de Goddard. L'équipe de Werner von Braun à Peenemünde 2 avait commencé des expériences de fusées à combustible liquide en 1932, s'appuyant sur leur propre tradition de recherche. En 1934, leur fusée A2 avait déjà dépassé l'altitude la plus élevée de Goddard. Le programme allemand avait un financement d'État, une priorité militaire, un accès aux meilleures universités techniques d'Allemagne et le travail de milliers de scientifiques et d'ingénieurs de toutes les disciplines. L'altitude la plus élevée de Goddard était de 9000 pieds, atteinte en 1937. La 4 atteignait régulièrement 50 miles d'altitude, franchissant l'espace avant de descendre en arc vers sa cible à 200 miles de distance. Le moteur le plus puissant de Goddard produisait 985 livres de poussée. Le moteur V2 produisait 60 000 livres. Goddard travaillait avec une poignée d'assistants dans le désert du Nouveau-Mexique, un financement de la fondation Guggenheim et l'indifférence de l'armée américaine. Les Allemands travaillaient à Peenemünde 2, une installation tentaculaire qui consommait des ressources équivalentes au projet Manhattan de l'Amérique. La comparaison n'était pas entre la technologie américaine et la technologie allemande. C'était entre un physicien brillant travaillant essentiellement seul et l'établissement industriel et scientifique entier d'une nation axée sur le développement de fusées comme priorité militaire. En juin 1945, alors que les ingénieurs américains continuaient à examiner les V2 capturés, un consensus émergea dans les rapports classifiés circulant au département de la guerre. Les États-Unis faisaient face à une vulnérabilité stratégique critique. La technologie des fusées définirait la guerre future. Les Allemands avaient prouvé que les missiles balistiques pouvaient frapper des cibles à des centaines de miles sans défense possible. L'Union soviétique avait capturé Peenemünde 2, les installations de production de V2 et des milliers de techniciens allemands de fusées. À moins que l'Amérique n'agisse de manière décisive, le monde d'après-guerre trouverait les États-Unis désespérément en retard dans la technologie militaire la plus importante de l'ère émergente. Cette évaluation mena directement à l'opération Paperclip, l'une des décisions les plus controversées de la période immédiate d'après-guerre. En septembre 1945, Werner von Braun et 126 scientifiques allemands de fusée arrivèrent à Fort Bliss, Texas, sous garde militaire. Ces hommes avaient construit les armes de vengeance d'Hitler. Beaucoup avaient utilisé le travail d'esclaves des camps de concentration. Leurs fusées avaient terrorisé Londres et Anvers. Mais ils possédaient des connaissances dont l'Amérique avait désespérément besoin. La complexité morale de cette décision troubla de nombreux Américains. C'étaient des scientifiques nazis, certains avec des grades SS, responsables d'armes qui avaient pris des milliers de vies civiles. Les prisonniers qui courtruisirent les V2 à Mittelbau moururent en plus grand nombre que les fusées elles-mêmes ne causèrent, travaillaient jusqu'à l'épuisement dans les usines souterraines. Pourtant, la guerre froide commençait, et l'Union soviétique avait déjà commencé à reconstruire le programme de fusées allemand sous Helmut Gröttrup, capturant leur propre contingent d'ingénieurs allemands. Au terrain d'essai de White Sands, le travail commença à assembler les V2 capturés pour des lancements d'essai. Le premier tir d'essai statique eut lieu le 15 mars 1946. Le premier lancement suivit le 16 avril. À 4h36 de l'après-midi, la fusée allemande réassemblée décolla du désert du Nouveau-Mexique. Le système de guidage échoua presque immédiatement. Un aileron se sépara. La fusée atteignit seulement 3,4 miles d'altitude avant de s'écraser. C'était une démonstration humiliante que même avec des fusées allemandes et des scientifiques allemands, l'Amérique avait encore beaucoup à apprendre. Le colonel Harold R. Turner, observant ce premier lancement raté, a fait remarquer à son personnel « Nous avons le matériel, nous avons les hommes qui l'ont conçu, mais nous n'avons pas l'infrastructure industrielle qui l'a construit, la base d'expérience qu'il a développée, ni les connaissances qui proviennent de 6000 lancements. Les Allemands ont effectué autant de tirs d'essai et de lancements de combat. Nous partons de zéro. Au cours des années suivantes, 67 V2 capturés ont été lancés depuis White Sands avec un succès mitigé.
68% ont été considérés comme réussis, un taux d'échec qui aurait été catastrophique au combat. Chaque lancement a enseigné aux ingénieurs américains des leçons sur la propulsion des fusées, les systèmes de guidage, la dynamique de vol à haute altitude et les défis d'ingénierie des missiles balistiques. Des scientifiques d'universités, de laboratoires militaires et de sociétés aérospatiales émergentes ont envoyé des expériences en altitude sur des V2. Des instruments pour mesurer le rayonnement cosmique, des caméras pour photographier la Terre depuis l'espace, des capteurs pour échantillonner la haute atmosphère. Le 24 octobre 1946, un V2 a transporté une caméra de 35 mm à 65 miles d'altitude, capturant les premières photographies de la Terre depuis l'espace. Les images, des photos granuleuses en noir et blanc montrant la courbure de la planète, représentaient une première historique. Elle démontrait également ce que la technologie allemande avait accompli. La capacité d'envoyer des charges utiles au-delà de l'atmosphère terrestre et de retourner des données utiles, mais l'utilisation de fusées allemandes capturées n'a jamais été l'objectif final. C'était simplement le pont vers le développement de la fusée américaine. En 1948, le département d'artillerie de l'armée a sélectionné l'arsenal de Redstone à Huntsville, en Alabama, comme centre permanent de recherche sur les fusées. Werner von Braun et son équipe y ont déménagé, rejoints par des ingénieurs américains, pour commencer à développer des missiles basés sur la technologie V2, mais adaptés aux besoins et capacités américains. La première grande fusée américaine à émerger de cette collaboration était la Redstone, un descendant direct du V2. Testée pour la première fois en 1953, la Redstone incorporait les principes du V2, des propulseurs à oxygène liquide et à alcool, une livraison de carburant par turbopompe, un guidage gyroscopique, mais elle incorporait également des améliorations, une meilleure efficacité énergétique, un guidage plus fiable. Les processus de fabrication américains adaptés à la production de fusées. Au milieu des années 50, l'écart technologique se refermait enfin. Les ingénieurs américains avaient appris des conceptions allemandes, puis les avaient dépassées. Les missiles Jupiter, Thor et Atlas représentaient une technologie de fusée américaine indigène, construite par des entreprises américaines, utilisant des matériaux américains et des techniques de fabrication américaines. Lorsque l'Union soviétique a lancé Sputnik en octobre 1957, l'Amérique a répondu avec Explorer 1 en janvier 1958. Lancée sur une fusée Jupiter-C dérivée de la technologie Redstone, la fusée lunaire Saturne V, qui transporterait les Américains vers la surface lunaire en 1969, a été conçue par l'équipe de Werner von Braun au centre de vol spatial Marshall de la NASA. Ces moteurs F1 produisaient un éviègement à 1,5 million de livres de poussée chacun, 25 fois plus puissant que le V2. Mais la lignée technologique était claire. Refroidissement régénératif, livraison de carburant par turbopompe, moteur monté sur cardan pour la vectorisation de poussée, système de guidage sophistiqué. Tous des concepts prouvés dans le V2, maintenant mis à l'échelle et affinés pour réaliser ce dont Goddard avait autrefois rêvé et ce que les Allemands avaient rendu possible. En regardant en arrière depuis le XXIe siècle, l'héritage du Saint II est complexe et troublant. C'était une arme de terreur qui a obtenu peu de valeur militaire, à un coût énorme en ressources et en vie. Le travail d'esclaves qui l'a construit représente l'une des nombreuses atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, c'était aussi le premier missile balistique pratique du monde, le premier objet à atteindre l'espace et la fondation technologique de tout ce qui a suivi dans la fusée et l'exploration spatiale. Pour les scientifiques américains examinant ces premiers V2 capturés en 1945, l'expérience était humiliante. Les États-Unis, avec leur vaste capacité industrielle et leur talent scientifique, avaient eu des années de retard sur une nation qu'ils venaient de vaincre en guerre. Le travail pionnier de Robert Goddard avait été ignoré par son propre gouvernement, tandis que l'Allemagne investissait des milliards dans le développement d'une technologie similaire à grande échelle. La leçon était claire, et façonnerait la politique militaire et scientifique américaine pendant des décennies. La supériorité technologique nécessite un investissement soutenu, un soutien institutionnel et la reconnaissance que le génie individuel, aussi remarquable soit-il, ne peut se substituer à un effort national organisé. Lorsque la NASA a inauguré le centre de vol spatial Goddard en mai 1959, l'administrateur TJFD d'Homer Keith Glennan a reconnu à la fois le pionnier américain et la vérité inconfortable que sa carrière a révélée. Robert Goddard rêvait de fusées qui pourraient atteindre la Lune. Il a construit des fusées qui ont atteint 9000 pieds. Les Allemands, travaillant de manière indépendante, ont construit des fusées qui ont atteint l'espace. Aujourd'hui, le programme spatial américain s'appuie sur les deux héritages, mais aussi sur la leçon que le génie nécessite du soutien, la vision nécessite des ressources, et le leadership technologique exige un engagement national. En fin de compte, le V2 a enseigné à l'Amérique 3 leçons critiques. Premièrement,
que la technologie des fusées définirait la puissance militaire et ouvrirait l'accès à l'espace. Deuxièmement, que le leadership technologique pourrait être perdu par négligence et regagné uniquement par un effort soutenu. Troisièmement, que dans la guerre froide émergente, la nation qui contrôlait les hauts lieux de l'espace et la longue portée des missiles balistiques détiendrait un avantage stratégique. Les scientifiques américains examinant ce premier V2 capturé en mai 1945 ont tout vu, même s'ils ne pouvaient pas encore l'articuler pleinement. Ils ont vu l'écart entre l'endroit où se trouvait l'Amérique et où elle devait être. Ils ont vu le coup d'ignorer les visionnaires comme Goddard. Ils ont vu l'avenir capturé dans le matériel allemand attendant d'être compris, absorbé et finalement dépassé. L'entrepôt à Annapolis, où Robert Goddard a examiné le V2, a disparu depuis longtemps. Mais la fusée qu'il a vue ce jour-là, et la révélation technologique qu'elle représentait, ont changé le cours de l'histoire américaine. De ce moment de reconnaissance, de cette compréhension de combien l'Amérique était en retard, est venue la détermination de rattraper l'investissement dans la science des fusées, et finalement, la réalisation qui placerait des empreintes américaines sur la Lune, seulement 24 ans plus tard. Le V2 était l'arme de vengeance de l'Allemagne. Pour l'Amérique, il est devenu quelque chose de complètement différent. Un signal d'alarme, un outil pédagogique et un défi à faire mieux. Le fait que les Américains aient finalement dépassé ce que les Allemands avaient réalisé, construisant des fusées qui transportaient des humains au-delà de l'orbite terrestre, a prouvé que les écarts technologiques peuvent être comblés. Mais cela nécessite de reconnaître que l'écart existe. Engager les ressources pour le combler et comprendre qu'en technologie comme à la guerre, ceux qui ne parviennent pas à investir dans l'avenir seront dépassés par ceux qui le font. Lorsque Werner von Braun se tenait à Cap Canaveral en juillet 1969, regardant Apollo 11 se lancer vers la Lune au sommet d'une fusée Saturne V, il a réfléchi au chemin de Pénémine II à la mer de la tranquillité. Nous avons toujours su que c'était possible, a-t-il dit. La physique était claire même dans les années 30. Ce qui a changé n'était pas la science, mais l'engagement. L'Amérique en 1969 pouvait faire ce que l'Allemagne en 1945 ne pouvait pas. Concentrer les ressources et la volonté d'une nation entière sur l'atteinte au-delà de la Terre, non pas comme une arme, mais comme une réalisation de l'esprit humain. Cet engagement a commencé dans des entrepôts où des ingénieurs américains ont examiné des fusées allemandes capturées et ont été confrontés à une vérité inconfortable. Ils avaient des années de retard. La question était de savoir s'ils avaient la détermination de rattraper.